Bienvenue dans ce foyer de l'église Saint-Paul qui vous accueille ce soir. Alors, est-ce qu'on vous accueille pour rire, littéralement, ou pour parler du rire ? Je ne sais pas si nos intervenants auront l'une ou l'autre blague à nous raconter, mais pourquoi pas ? C'est pas exclu. En tout cas, leurs ouvrages, les ouvrages qui ont suscité, donné lieu à l'envie de cette soirée, en contiennent. Donc, je vous y renverrai tout à l'heure. L'humour de ma vie, c'est le thème que nous avons choisi à l'aumônerie universitaire protestante cette année. On s'est dit qu'en 2022, c'était en juin 2022 qu'on s'est décidé pour ce thème, ça nous ferait du bien un peu de réfléchir à des sujets légers, après les années passées et pas tout à fait passées à vrai dire, qui ont été quand même lourdes en événements et en événements tragiques. Donc l'humour de ma vie, et assez naturellement on s'est dit que à la fois le biais anthropologique et sociologique et l'ouverture aussi à une culture assez spécifique, c'est ce qu'on écoutera ce soir, au judaïsme alsacien, serait une fenêtre d'oxygène. Alors le sujet est prometteur, rire, une promesse qu'on oublie parfois. C'est vrai que même dans nos journées, il faut qu'on se rappelle parfois que le sourire peut nous aider à passer telle ou telle difficulté. Rire et réparer le monde. Alors la réparation du monde, ça sonne très juste et c'est une perspective positive qu'on attendait et qu'on attend souvent. Alors elle tombe particulièrement à pic. Pourquoi ? Parce que nous entrons, nous chrétiens, dans la Semaine Sainte dimanche, mais les Juifs aussi entrent dans la semaine de Pessah à partir de mercredi prochain. Rire pour réparer le monde, Freddy Raphaël, c'est le titre de votre dernier ouvrage, dans lequel vous vous intéressez à l'humour des Juifs d'Alsace-Lorraine. Ces Juifs dont vous dites, je vais vous citer, qu'ils ont pour tâche de réparer le monde, qualifiés de tordus et de bossus, Krumivelt, on peut le dire comme ça, je ne suis pas alsacien, excusez mon accent un peu tordu lui-même. Krumibuklikivelt. Voilà, c'est l'expression en alsacien. totale. Un monde tordu, bossu. Et l'expression, votre citation, je la continue, par l'humour, le juif tente de mettre en déroute ce que la réalité immédiate a d'insupportable, d'ébranler les murs qui se referment sur lui. Ce que David Le Breton, notre deuxième intervenant du soir, souligne aussi, mais avec un accent différent, en citant un autre auteur, en disant que les Juifs ont ce pli de retourner l'agression contre eux-mêmes pour ne pas permettre à leurs persécuteurs de le faire à leur place. Alors Freddy Raphaël, vous avez été professeur d'anglais au collège, au lycée, vous avez surtout enseigné à l'université à partir de 1967, à l'université de Strasbourg comme sociologue, anthropologue et historien, en vous intéressant particulièrement à l'anthropologie culturelle. Et nous serons donc heureux de pouvoir vous entendre dire dans quelques instants en quoi l'humour apporte au monde une forme de réparation ou de guérison et lui permet de durer. C'est aussi une vertu que vous lui attribuez. Je vais quand même présenter David Le Breton tout de suite, qui interviendra après. Bonsoir. Et vous êtes anthropologue et sociologue, vous aussi. Vous avez aussi enseigné à Strasbourg depuis 1989 et vous êtes membre de l'Institut universitaire de France. Alors, vos ouvrages, on ne les compte pas ou plus. Vos recherches ont porté sur l'anthropologie du corps humain, mais aussi sur les conduites à risque. Les deux sont d'ailleurs liés. Et donc pour la bibliographie, je vous renverrai à celle qui existe. Et comme on a un accès facile à Internet aujourd'hui, elles sont très très bien renseignées. Elles vont du visage au sourire que j'évoquais tout à l'heure, mais aussi en passant par la marche, par les tatouages et par le polar, qui n'est peut-être pas une recherche, mais une forme d'écriture.
Et en 2018, vous avez publié Rire, une anthropologie du rieur, et c'est plus pour cette raison que vous êtes là ce soir, à moins que ce ne soit aussi par la considération et l'amitié qui vous lient tous les deux. Absolument. Absolument. Voilà. Et nous vous écouterons donc dans un second temps. Alors, Freddy Raphaël, je vais vous donner tout de suite la parole en vous demandant, et vous aurez la liberté de répondre par le bout que vous avez envisagé, en quoi rire aiderait-il à réparer ou à redresser le monde tordu? Est-ce que les Juifs d'Alsace-Lorraine ont sur cette question des choses à nous dire? Merci. Merci beaucoup. Merci pour cette présentation et merci pour votre présence. Je veux dire que je voudrais simplement, comme les personnes qui avancent en âge, je sais dit délicatement, évoquer des liens très anciens avec l'AUP, avec l'aumônerie. J'ai cheminé pendant des années avec celui qui est devenu mon prof de socio, Henri Hatzfeld, pasteur et qui était directeur de l'AIP, et André Dumas et son épouse, et à qui je dois beaucoup, notamment pour tout ce qu'ils ont fait pendant la guerre dans la CIMAD. Et puis il y a d'autres visages souriants de l'aumônerie et surtout de la fac de théologie protestante qui m'accompagnent ici. Je pense à Edmond Jacob, je pense à Bernard Keller, à Roger Maël, dont le fils est ici, et à Max Chevalier, qui fut notre président. Ce sont des gens qui ont compté pour moi et je reprendrai la formule juive à leur égard, que leur souvenir soit pour nous source de bénédiction. Alors, pourquoi je me suis lancé dans un travail sur l'humour? Je suis parti de quelques considérations générales que je vais illustrer, parce que je pensais qu'il était temps de desserrer l'étreinte de la vie, qu'il nous fallait épingler le désordre du monde, nous libérer par l'humour de contraintes dégradantes. Et cette piste-là m'a amené à l'évocation que je ne peux pas faire ce soir, faute de temps, d'une langue à soi qui rencontre l'autre, qui est le judéo-alsacien, qui est une langue tissée à partir du moyen-haut allemand, du roman, de l'hébreu, de l'araméen, voire de l'arabe, voire de langue slave. Et il y a des particularités que je veux juste citer, que je n'arrive pas à m'expliquer encore aujourd'hui, mais dont je suis très heureux. Le pupitre de lecture dans une synagogue se dit « Al-Memor », et ce « Al-Memor », c'est la formule « Al-Memor » en judéo-alsacien, alors que dans toutes les communautés juives, on parle de la bima. Pourquoi? C'est un mot d'origine arabe qui désigne la table de lecture. Et alors, par exemple, pour prier, ce qui est quand même une activité importante, la formule usuelle, c'est davnen, de daber, parler en hébreu. En Alsace, c'est or. Or vient de orare. C'est emprunté au latin. Donc, le fait d'une langue entretissée d'éléments de culture différentes, d'échanges, m'a aussi conduit à m'intéresser à cet humour. Et aussi, ce qui m'a accroché au départ, c'est que l'humour constitue à mes yeux un éloge du doute, un éloge de la question, face alors aux certitudes qui tentent à l'heure actuelle de nous écraser. Et je dirais aussi que face à ces certitudes écrasantes, il nous faut
et c'est ce que l'humour nous aide à faire, ne céder ni à l'accablement, ni au sarcasme. Mais à coup sûr, il nous faut nous rebiffer contre l'arbitraire et la violence du préjugé qui nous entoure. Je voulais aussi, je ne pourrais pas l'évoquer, l'approche de l'humour judéo-alsacien permet d'approcher, comme je dis, une religiosité sans ostentation, sans roublardise. Et en fait, nous nous retrouvons tout cela dans l'évocation de notre commune incomplétude. Cet humour est lucide. Il est lucide sur soi-même. Il sait bien que lui-même n'est pas à l'abri de ce qu'il dénonce. Alors, de quoi je suis parti? Je suis parti d'une étude sur les Juifs de la campagne alsacienne et lorraine qui ont cultivé un genre particulier de petits récits de type humoristique nommés Moshlich, les petites histoires. Machal en hébreu, c'est l'histoire, petit Moshlich. Et avec l'aide de Muriel Klein-Zolty, nous avions réuni près de 500 histoires chez les Juifs originaires des villages, installés maintenant en ville, installés aussi très souvent loin d'Alsace, en Israël, aux États-Unis, à travers le monde. Ces récits, encore vivants dans leur mémoire, témoignent à la fois de l'expérience quotidienne des Juifs de la campagne, mais à travers eux, à travers ces petites histoires, ils expriment leur mode de relation à eux-mêmes, au monde et à autrui. Remarque introductive aussi, ces histoires, ces bons mots, ces adages sont certes le reflet d'un vécu, mais ils ne sont pas le décalque signifiant immanent à toute pratique, ils ne sont pas la fidèle reproduction d'une réalité objective, ils sont aussi la création d'un imaginaire collectif et ils révèlent la perception propre à cette communauté-là de son expérience sociale, sa façon de l'exprimer symboliquement. J'avais étudié, et je ne peux pas maintenant le reprendre, les 1001 manières de bien placer une histoire en fonction des circonstances, en fonction du code social. Et je vais les évoquer rapidement. Certains personnages, hauts en couleur, jouent un rôle primordial dans la transmission des moshlis, des petites histoires, des bons mots, des anecdotes, des adages. Qui sont ces personnages, ces conteurs? Eh bien, c'est le marieur, le Schatchen, c'est le mendiant, le Schnorrer, c'est le colporteur, c'est le malchanceux. Cet humour a aussi, je dirais, une dimension sociale parce qu'il nous ramène au réel en démontant l'emphase et en faisant éclater la bulle d'une prétendue supériorité chez des Juifs qui croient avoir réussi. Cet humour a aussi une dimension politique parce qu'il va au-delà de l'ordre apparent des choses. Il dénonce l'imposture des bourreaux. Il dénonce l'absurdité de la guerre. Et je me rappelle cette histoire où un officier fait le tour de la tranchée et il ordonne à ses hommes de s'armer,
braqué. Et brusquement, dans la ligne de mire des soldats, apparaît quelqu'un qui gesticule. Et c'est un juif, Fadassien. Il dit, mais mon commandant, mais vous êtes complètement fou. Il y a des hommes là-bas. Et je tiens beaucoup à cette histoire. Il y a des hommes là-bas. L'ennemi, c'est aussi un homme. Et puis, même type d'histoire que j'aime bien, au même moment, l'officier encourage ses hommes et dit « Aujourd'hui, il faut faire preuve de courage et de vaillance. Chacun d'entre vous doit viser son ennemi et tuer son ennemi. » Et alors, Yossele, il s'approche et il dit « Mais mon commandant, c'est qui mon ennemi? Peut-être que je pourrais lui parler et on pourrait peut-être s'entendre. » Là aussi. Cet humour a aussi une dimension ludique qui suggère que malgré les vicissitudes de l'histoire, la promesse messianique, malgré les tribulations, la promesse messianique sera tenue. La drôlerie naît non seulement du choc des contingences ou d'une heureuse rencontre de mots, mais aussi j'y vois comme un pessimisme à rebours qui, en quelque sorte, se rebiffe. Je voudrais juste encore prolonger mon propos en disant que par cet humour, les Juifs d'Alsace se placent dans la perspective de l'histoire, des fondements de l'histoire des Juifs en général, puisque l'acte de naissance, c'est Abraham, devenu très vieux, à qui, une fois qu'il s'est arraché au culte des choses et qu'il s'est mis en route, à qui Dieu promet, alors qu'Abraham a 120 ans, qu'il aura un enfant. Et qu'est-ce qu'il fait Abraham? Il se met à rire. Sa réponse, il rit. Et Sarah, son épouse, qui n'est guère jeune, on dit qu'elle rit en son intérieur. Donc vous voyez que le rire est au départ de l'aventure des Juifs. Je dirais aussi que c'est donc par le rire, c'est le rire qui constitue en quelque sorte pour le Juif la matrice de l'histoire. Cette histoire qui s'ouvre sous le signe de la promesse et le signe du rire. Ces petites histoires, je dirais encore, mettent aussi en relief les difficultés de la vie quotidienne avec l'entourage, des Juifs en Alsace et en Lorraine, mais aussi des querelles internes dans cette communauté, querelles internes et familiales. Et parmi les personnages hauts en couleur, dont l'absence discréditerait toute communauté juive, toute Kahal qui se respecte, j'ai évoqué déjà tout à l'heure, je le rappelle, le mendiant, le schnorrer, qui, face à l'inégalité sociale, fait que réclamer son dû, ce qu'on lui doit. Et c'est ainsi qu'un schnorrer va trouver, comme chaque année, un Rothschild, et il lui demande son obole. Et il regarde, il dit, mais c'est la moitié de ce que vous me donniez. Il dit, oui, mais ce que je te donnais, c'était pour toi et ton frère. Et ton frère est mort. Et puis de plus, dit Rothschild, je dois marier ma fille. Et le schnorrer dit, et c'est avec mon argent que vous voulez constituer votre dot? Et autre histoire du schnorrer, ça se passe à Tirenbach.
à l'entrée de la basilique, il y a 2 Schnorrer. L'un est habillé convenablement, il est d'un côté du porche, l'autre il est un peu sale et déguenillé. Et les gens en sortant regardent et se dirigent plutôt vers le bonhomme habillé convenablement et vers son obole. Et peu de temps après, le prêtre de Tirenvar sort et il va trouver le Schnorrer qui est là en guenille et lui dit « Mais mon brave, faites un effort, vous voyez comme vous êtes, les gens vont chez l'autre Schnorrer. » Alors Schnorrer guenille crie « Moshe, monsieur veut nous apprendre notre métier. » Bon, donc vous voyez le rôle du Schnorrer, je vais encore citer le rôle du marieur, le Schatchen, qui lui s'emploie à vanter les qualités pourtant bien discrètes du prétendant. Et ce Schatchen s'adresse à un moment au père de la future fiancée et lui dit « Écoute, Aaron, mets-y encore, donne-moi encore 5000 marks et nos enfants s'aimeront. » Il y a aussi l'éternel malchanceux dans cette galerie, celui qui, le schlemiel, celui qui poursuit la guigne, il n'a pas de peau. Et on dit de lui, on dit s'il pleuvait de la soupe, lui n'a pas de cuillère pour la recueillir. Une des définitions du schlemiel. Et puis il y a des personnages qui sont importants dans toute communauté. Il y a le rouspéteur attitré, le Kahlenraxen de la communauté, qui critique inlassablement la vie communautaire. Il est secondé par l'éternel pessimiste, le mismar pour qui dénigre tout. Son voisin, par contre, refuse de s'en laisser compter et il se rebiffe et quelque part, il se plaît à contredire tout un chacun. Et alors, je voudrais juste terminer par cette figure. Il y a figure aussi dans chaque communauté qui est le Schauter, c'est le béné. C'est celui qui se répand en quelques remarques quelque peu déplacées et décalées. Mais, et c'est important pour moi, il arrive que ces remarques du Schauter fassent craquer le vernis de la respectabilité affichée et témoignent d'une rare lucidité et d'un sens aiguisé de la répartie. Je voudrais juste, avant de terminer, je prends encore 5 minutes. Oui. J'ai dit que cet humour permet aux Juifs de se moquer, non sans malice, de lui-même, de désarmer en quelque sorte les persifleurs. Lors de la guerre de 14, dans l'Alsace annexée, il y a un conscrit un peu malingre, aux jambes arquées. Il n'est pas reconnu bon pour le service. Et à ceux qui se gaussent de lui, il déclare plein de superbes. Il garde les plus beaux pour défiler dans Paris. Donc, cette attitude irrévérencieuse qui démasque la sottise, la prétentieuse, qui fait preuve d'une relative indépendance, suscite aussi, je dois dire, la complicité de témoins, le rire démystificateur déstabilise ceux qui sont
rivés à leur corps de certitude et réintroduit, ce qui est très important pour moi, l'insolite. Et pour terminer, je dirais que Dieu, j'en suis sûr, approuve le rire et les histoires. C'est bien dommage que les hommes lui en donnent si peu l'occasion. Merci. Alors, est-ce que, bon, je ne pense pas, est-ce qu'il y aurait l'une ou l'autre question de compréhension liée à la compréhension des choses, là, dans ce que Freddy Raphaël a déjà dit? Je ne voudrais pas qu'on rentre dans de grandes questions, mais oui. Par rapport justement aux spécificités alsaciennes, en deux mots, moi je suis arrivé du Maroc il y a 50 ans, et quand je suis arrivé ici comme juif, je trouvais que tous les Ashkénazes faisaient la gueule. Et 50 ans plus tard, quand ils ont commencé à mourir, je me suis rendu compte que dans chaque biographie, il y avait un convoi. Et il y a une blague qui a circulé durant le Covid, et qui disait chez les Juifs, en période de Covid, il vaut mieux fréquenter un Ashkénaze qu'un séfarade, parce qu'ils sont rarement positifs. Merci. Sinon, je propose, merci pour l'entracte, la continuité. Sinon, je propose qu'on donne tout de suite la parole à David Léon, et puis on aura un temps d'échange avec les questions qui vous viendront. Merci Julien, je suis vraiment très heureux de retrouver Freddy, évidemment, qui est nous sommes de vieux complices. Et puis j'ai adoré son livre sur le rire, j'en ai même fait une recension. Absolument. Je suis très fier d'être à ses côtés ce soir, et puis merci aussi à toutes et à tous d'être venus nous écouter. Alors, je voudrais rappeler d'abord que le rire, certes, est relieur, mais il le fait souvent au détriment, malgré tout, d'autres populations. Bien entendu, on a souvent l'image plutôt que le rire est associé à la joie, au plaisir d'être ensemble, mais dans mon travail, je me suis plutôt attaché à montrer que le rire pouvait être aussi une force de disruption, de mépris de l'autre, et je vous rappelle donc que le rire peut être aussi associé à la détresse, au sentiment je vous dis un peu en vrac, à la détresse, au sentiment de supériorité, à la haine, à la honte, à la timidité, au triomphe, à la raillerie, à la surprise, à l'embarras, à la politesse, à l'incrédulité, au dédain, à la morgue, au défi, la volonté aussi de sauver les apparences ou de mettre à distance une émotion, etc., etc. Vous voyez donc il y existe une pluralité du rire, et on ne peut pas se contenter de faire un éloge univoque du rire, il faut aussi pointer ses ambivalences. Il est parfois relieur, il est souvent d'ailleurs relieur, mais aussi également parfois pour le pire. Alors, on distingue d'ailleurs souvent deux sortes de rire, et la tradition juive d'ailleurs le fait, en distinguant, ma prononciation ne va pas être bonne parce que je ne parle pas l'ivrite, mais en ivrite on distingue le saka, qui renvoie à un rire joyeux, propre au plaisir d'être ensemble, et qui donne justement son nom à Isaac. Mais il y a aussi l'ag, qui renvoie plutôt à la moquerie, à la dérision, à la violence, etc. Et curieusement, on retrouve la même chose en grec, avec le mot gelan, qui renvoie au rire de la joie, du quotidien, et katalégan, qui renvoie plutôt au rire méchant, agressif. Alors que dans nos traditions, le latin risus, finalement, recueille toutes les ambiguïtés, toutes les ambiguïtés du rire sans les nuancer. C'est un mot donc un peu univoque. Un autre point qui fait qu'effectivement le rire ne peut pas toujours être quand même une forme d'alliance, l'humour peut-être, mais pas forcément le rire, dans la mesure où le rire renvoie fondamentalement au corps. Le sourire renvoyant au visage. Et c'est une distinction absolument essentielle, et sans doute aussi par rapport au fait de réparer le monde. Je me demande quand même si le sourire n'est pas plus puissant dans sa réparation du monde que le rire. Mais bon,
on parlera peut-être tout à l'heure, mais donc d'innombrables métaphores, d'ailleurs dans la langue, dans d'innombrables langues, traduisent cette dimension corporelle du rire et sa dissolution de toutes les convenances. Je vous en rappelle quelques-unes. On pisse de rire, on rit à en pisser dans sa culotte, on est plié en deux, on se tape le cul par terre, on se bidonne, on hoquette, on se gondole, on se pâme, on se boyote, etc. J'en ai plein comme ça, évidemment. Souvent, il y a une animalisation également, une bestialisation. On parle par exemple on parle d'une saillie, ou bien on ricane. Ricaner, ça vient d'un vieux mot français, réchaner, qui veut dire braire, qui renvoie au fait de braire. On glousse, comme les coqs. On glousse, on rit comme une baleine, comme une hyène, etc. Ouais, c'est très, très surprenant de voir comment le rire dans la langue est vraiment associé au corps, alors que le rire, c'est la célébration du visage. Le sourire, pardon, c'est la célébration du visage, c'est la spiritualisation du visage, c'est le haut du corps, d'ailleurs, qui s'oppose au bas du corps, tel que, par exemple, des gens comme Bakhtin l'avaient analysé. Voilà, on est plus proche du ciel, d'une certaine manière, mais surtout c'est une manière donc d'ouvrir le visage et d'ouvrir les âmes, on pourrait dire, alors que dans le rire il n'y a pas du tout cette connotation d'âme, par exemple, de spiritualité. Voilà, donc c'est une différence essentielle entre le rire et le sourire. Je voudrais aussi rappeler que le rire est très souvent associé à des formes de police, que Bergson d'ailleurs avait très très bien analysé autrefois. On rit avec les autres, mais souvent de quelqu'un, ou pour rappeler à l'ordre quelqu'un qui n'est pas dans l'ordre commun des choses. Il y a une police du rire, qui est une sorte d'exorcisme de la différence, une différence qui serait perçue comme intolérable, et donc qui renvoie aussi à des formes de supériorité, comme l'avait pointé autrefois Baudelaire, qui écrivait par exemple « Le rire est dans l'homme la conséquence de l'idée de sa supériorité ». Oui, on n'associerait absolument pas ça au sourire, ce genre de formule. Et puis d'ailleurs je continue à citer Baudelaire, qui dit très bien les choses. Quand on rit d'un autre, c'est avec la conviction que jamais soi-même on ne ferait une telle bourde. Et là je reprends Baudelaire. Moi je ne tombe pas, moi je marche droit, moi mon pied est ferme et assuré. Ce n'est pas moi qui commettrais la sottise de ne pas voir un trottoir interrompu ou un pavé qui barre le chemin, mais on pourrait prolonger. C'est sûrement pas moi qui serais juif, sûrement pas moi qui serais arabe ou homosexuel, sûrement pas moi qui se serait laissé corrompre ou dont la mère aurait une réputation de frivolité, etc. Donc on voit cette manière par le rire de piétiner l'autre, de vouloir l'écraser. Le rire est au service des entrepreneurs de morale, pour citer quelqu'un qui nous est cher à Freddy et moi, c'est Howard Baker, le grand sociologue américain. Les entrepreneurs de morale, ceux qui sont toujours en train de nous dire ce que nous devons faire, et parce qu'évidemment nous ne faisons pas les choses très bonnes, de la bonne manière. Je rappelle la phrase cinglante de Victor Hugo dans L'homme qui rit, qui est assez impitoyable sur la condition humaine. Il dit faire le mal joyeusement, aucune foule ne résiste à cette contagion, toutes les exécutions ne se font pas sur des échafauds, et les hommes, dès qu'ils sont réunis, qu'ils soient multitudes ou assemblés, ont toujours au milieu d'eux un bourreau tout près, qui est le sarcasme. Voilà, Victor Hugo dans L'homme qui rit. Voilà, c'était pour rappeler donc le côté parfois très tranchant dans le vif du rire, même si, bien entendu, il est souvent aussi, comme Freddy l'a bien rappelé tout de suite, une forme de déconstruction du réel, un exercice de lucidité, une manière de se rassembler. Je terminerai mon propos sur le fait que l'humour est aussi une sorte de politesse, d'élégance du désespoir, une sauvegarde dans la mesure où il est l'arme des démunis, dont l'énergie tout entière passe à l'invention de traits humoristiques, pas forcément pour en rire, mais pour ne pas être détruit, pour désarmer justement la violence des autres, pour dissoudre l'horreur aussi dans le rire, ou plutôt en l'occurrence dans l'humour. C'est ce qui faisait dire d'ailleurs à Romain Gary que l'humour est l'arme blanche des hommes désarmés, l'arme blanche des hommes désarmés. Ce qui faisait dire aussi, pour citer quelqu'un d'autre, ce qui faisait dire à Félag, je le cite, « Dès la plus tendre enfance, j'ai compris que l'humour me permettrait de me défendre. Je me servais de ce don, de faire rire comme d'un art martial face au groupe. »
Et je regardais tout à l'heure avant de venir également Alexandre Julien, que vous connaissez comme philosophe, mais dont le corps est profondément abîmé, mais qui explique aussi dans l'un de ses livres combien, grâce à l'humour, il a pu résister à toute la violence du monde social à son égard. Voilà, donc évidemment, l'humour ne change pas le monde, mais en tous les cas, il redéfinit la situation, il recadre les choses. Je vais citer quelques auteurs au passage, comme ça. Charlie Chaplin, par exemple, dans l'histoire de ma vie, qui dit, je le cite, « Je n'ai pas eu besoin de lire des livres pour savoir que le grand thème de la vie, c'est la lutte et aussi la souffrance. Instinctivement, toutes mes clowneries s'appuyaient là-dessus. Ma méthode pour organiser l'intrigue d'une comédie était simple. Cela consistait à plonger des personnages dans les ennuis et à les en faire sortir. » Voilà, Charlie Chaplin. Je vais citer un petit peu Freud aussi, qui avait un sens énorme de l'humour, qui l'a merveilleusement théorisé d'ailleurs. Il écrit, par exemple, « Tous les hommes ne sont pas également capables d'adopter l'attitude humoristique. C'est là un don rare et précieux. Et à beaucoup manque jusqu'à la faculté de jouir du plaisir humoristique qu'on leur offre. » Et dans l'histoire de Freud, donc l'humour a été aussi un bouclier par rapport à l'adversité qu'il rencontrait. Je vais vous citer simplement 2 ou 3 petits traits, comme ça. Par exemple, au moment où il a son cancer de la mâchoire et où il attend longtemps l'opération qui va peut-être l'aider, et il écrit à l'un de ses correspondants, je le cite, « J'attends comme un chien affamé un os qu'on m'a promis, à cela près que cela doit être l'un des miens. » Puisqu'on doit détacher un os de sa mâchoire. Voilà. Et puis, dans une lettre à Marie Bonaparte, il avoue ses craintes d'une mort prochaine, mais il en plaisante, et de façon assez spectaculaire. Il dit à Marie Bonaparte « J'ai une formule publicitaire qui me trotte dans la tête et que je considère comme la plus hardie et la plus réussie de toutes les réclames. Pourquoi vivre si vous pouvez être enterré pour $10 ?» Et en mai 1933, quand les nazis brûlent ses livres à Berlin, il écrit « Quel progrès nous faisons ! Au Moyen-Âge, ils m'auraient brûlé, oui. À présent, ils se contentent de brûler mes livres. » Fin de la citation. Et puis au-delà de ces moments plus tragiques, il y a aussi l'humour qui permet à certaines professions de lutter contre l'adversité, contre les difficultés aussi, d'exercer un métier qui renvoie à beaucoup de violence ou qui renvoie à la mort, etc. Donc on connaît à cet égard l'humour carabin, par exemple, du côté des médecins. Il y a tout un stock de plaisanteries toutes faites qui permettent de dissiper l'angoisse devant les cadavres. Mais il y a plein d'autres métiers qui utilisent également l'humour comme une manière de mise à distance, les pompiers, les croque-morts, les militaires, etc. Bon, ça autorise donc de passer outre l'impensable parfois de certaines situations. J'avais noté par exemple que les cellules anti-mafia à Palerme aussi étaient réputées pour son humour, et par exemple, je cite le juge Falcone qui va être assassiné, et voilà, c'est plutôt l'un de ses amis qui parle de lui et qui dit « Un jour, en plaisantant, il a composé ma nécrologie ainsi « Adieu Giuseppe, au moins pour une fois tu es arrivé avant moi ». Et nous rions aux larmes, on ressemblait à 2 enfants. C'est pour cette raison qu'il m'a été impossible de publier une nécrologie après la mort de Falcone. Donc l'humour comme élégance qui désarme les situations scabreuses ou les pointes vénéneuses des autres. Le sens de l'humour est une manière de se protéger contre l'agressivité ambiante, une manière d'amortir la violence des autres. Une histoire assez amusante que je cite au regard de la Révolution française. Le président du tribunal révolutionnaire interpelle un bourgeois qui s'appelle Maintiville, et pour insister sur le mépris auquel il le tient, il l'appelle de Maintiville. Le type n'est absolument pas noble, de Maintiville. L'homme va être condamné à mort, mais il a une extraordinaire élégance. Il dit au président « Citoyen, si tu es en place pour me raccourcir et non pas pour me rallonger. » Voilà. L'assistance éclate d'un rire unanime et quelqu'un hurle « Qu'on l'élargisse !»
Et en effet, Maintiville va être libéré grâce à cette répartie merveilleuse. Je vous cite aussi Mathieu Ricard, j'aime bien ce qu'il raconte là, du côté du Tibet, du côté de l'Asie. Il raconte que souvent, évidemment, les pistes sont complètement défoncées, les rivières les voitures sont prises dans les rivières. Et ce qui sidère complètement Mathieu Ricard, c'est qu'à chaque fois que ça arrive, ses compagnons ne cessent de rire. Ils montent sur le toit de la voiture, sur le toit du camion, en attendant les secours qui vont mettre peut-être des heures, mais ils n'arrêtent pas de rire, alors que pour Mathieu Ricard, c'est quand même une situation un petit peu plus délicate. Je terminerai par Nicolas Bouvier, qui est quand même l'un des auteurs majeurs, à mon avis, du XXe siècle, à bien des égards. Cette anecdote que je trouve tellement belle, où il est avec Thierry Vernet à Téhéran. On est dans les années 50, il n'a pas un sou, et il essaie désespérément de convaincre le directeur d'un institut franco-iranien qui n'a absolument aucune envie de se mettre au travail. Donc pour gagner 3 sous, Nicolas Bouvier propose une conférence, et puis Thierry Vernet propose d'exposer ses photographies. Mais il n'y a vraiment rien à faire. Le type, non, impossible. Ils sont tous les deux complètement épuisés, et je cite Nicolas Bouvier. La chaleur était étouffante. Nous avions l'estomac vide et pantelant de déception. Il fallait absolument trouver une ouverture avant que ce vaudeville ne tourne à la confusion. Les nerfs s'en chargèrent. Comme on nous objectait quelques ampoules cassées dans la salle d'exposition, Thierry partit d'un fou rire ensoleillé que je sentis avec terreur m'emporter comme une vague. Et voilà le directeur, tout démonté, et nous des larmes plein les yeux, cherchant entre 2 étouffements à lui faire entendre par geste que ce n'était pas du tout lui qui nous égayait ainsi. Fin de citation. Heureusement, l'homme ne veut pas perdre la face, et il se mêle à leur rire, et miraculeusement, la situation se dénoue. Je recite Nicolas Bouvier. Quand la secrétaire, effarée, entrebâilla la porte, il lui fit signe d'apporter 3 verres, et quand nous eûmes repris souffle, tout était devenu différent. Un rayon de soleil éclairait le tapis, Thierry exposerait d'ici une quinzaine, je l'introduirais par une causerie. Fin de la citation. Et ce jour-là, Nicolas Bouvier a appris quelque chose qui va lui servir dans tous ses innombrables voyages. Je le cite parce que ça vaut vraiment la peine. Il dit, il a compris combien le rire, ou le fou rire en l'occurrence, était une sorte de dissolvant des tensions sociales. Et voilà comment il l'utilise désormais. Je le cite. « Depuis, j'ai toujours en réserve quelque chose de cocasse à me murmurer quand les affaires tournent mal. Quand, par exemple, des douaniers, penchés sur votre passeport périmé, décident de votre sort dans une langue incompréhensible et qu'après quelques interventions mal accueillies, vous osez à peine lever les yeux de vos chaussures. Alors, un calembour absurde ou le souvenir de circonstances dont la drôlerie ne s'use pas peuvent suffire à vous rendre l'esprit et même à vous faire rire à pleine voix, seul dans votre coin. Et les uniformes ? C'est leur tour de ne plus comprendre, vous considèrent avec perplexité, s'interrogent du regard, vérifient leurs braguettes et se composent un visage. » Fin de la citation. Les douaniers craquent devant un personnage aussi singulier et imprévisible et ils laissent passer. Bouvier est tout à fait heureux de s'en débarrasser. Je voudrais terminer par 2 histoires drôles pour faire écho à Freddy. Une histoire évidemment juive, parce qu'elle est absolument magnifique. C'est comment faire rire Dieu. Mais je suis sûr que Freddy le connaît. Comment faire rire Dieu ? Évoquez-lui vos projets. Voilà. Faites-lui part de vos projets. Et puis une autre que j'ai utilisée dans mon livre sur les visages récemment, c'est sur l'invention du miroir, qui était vraiment, c'est une merveilleuse d'ailleurs déconstruction anthropologique. Vous savez que les miroirs ont été pendant très très longtemps extrêmement rares dans nos sociétés, puis très peu efficace. Et, voilà. Et c'est l'histoire d'un marchand qui part vers l'Asie, je crois, puis qui voit dans une boutique un objet qui l'intrigue, il le prend et il voit le visage de son père. Bouleversé, il achète l'objet, qu'il ramène chez lui. Il n'ose absolument en parler à personne, de peur d'être perçu comme une sorte de magicien ou autre. Mais régulièrement, il va dans le coffre où il a planqué l'objet, et sa femme commence à se demander s'il n'y a pas anguille sous roche. Et quand l'homme s'en va, elle ouvre le coffre, elle sort l'objet, et elle y voit une femme.
elle est bouleversée. Elle court vers sa mère et dit « Tu vois, je te l'avais dit, il voit une femme ». Elle va à son tour dans le coffre, elle regarde l'objet et dit « Mais non, ma fille, c'est une vieille femme ». Voilà. Merci beaucoup. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tous les deux. Et donc, on a un petit peu de temps. Vous avez vraiment été très bon. Et on a le temps d'échanger. Si vous souhaitez poser une question, réagir, interpeller. Est-ce que je peux juste ajouter, grâce à David, compléter ce que j'ai dit? J'ai dit que Abraham et Sarah sont au départ dans la matrice de l'histoire juive. J'ai oublié d'ajouter, merci de me rappeler, qu'ils appelleront leur fils Isaac, qui signifie « il rira ». Donc Isaac, c'est l'enfant du rire et c'est l'enfant de la promesse. Je voudrais, ces 3 petites remarques. La deuxième, tu as cité quelqu'un que j'aime beaucoup, qui est Romain Gary, et il y a une remarque dans son livre qui s'appelle Tulipe, où il dit la chose suivante: nous sortions vainqueurs d'une guerre dont la cruauté était déjà une défaite. Je trouve ça très fort. Et enfin, je pense on approche de Pessah et de Pâques, et je pense à ce juif, et ça se faisait souvent, qui, pour Pessah, veut un nouveau costume. Il se fait faire chez le tailleur à Peiserkleid, un vêtement de Pessah. Alors il va chez le tailleur, qui lui prend les mesures, et lui dit, écoute, tu reviens dans 15 jours, et tu essayeras. 15 jours se passent, le juif revient chez le tailleur, et l'autre doit avouer qu'il n'a guère avancé. Revient dans 15 jours, il est un peu interloqué, enfin il s'exécute, il revient 15 jours plus tard, c'en est au même point. Alors il se met en colère, il lui dit, mais Moshe, regarde, le bon Dieu, en 6 jours, il a créé tout le monde, et toi maintenant, depuis des semaines, t'es même pas fichu de me faire un costume. Et le tailleur répond, oui, mais regarde le costume et regarde le monde. Voilà, merci.